Donc, le sujet aujourd'hui, les glandes surrénales. Alors ici, une vision de l'abdomen vue de face avec le foie, le pancréas, la rate sur la gauche de l'abdomen, en rouge l'artère aorte qui descend vers les jambes, à droite la veine cave qui remonte, et de chaque côté les reins. Et vous voyez que les reins sont entre autres choses connectés au système veineux et viennent s'ajouter donc au-dessus des reins les glandes surrénales, au-dessus des reins. Et ces glandes, elles sont là aussi vascularisées, et notamment des veines qui permettent de capter toute la production des surrénales, et c'est par là que passe le fameux cathéter lorsqu'ils font des prélèvements directement à la sortie des surrénales pour mesurer les hormones. Ces surrénales, si on zoome, eh bien, elles vont avoir cet aspect-là, avec, on va dire, deux grandes zones, très en périphérie, la corticale, donc la cortico-surrénale, et très au centre, la médullo-surrénale, dans laquelle on trouve entre autres choses les fameuses artères et les veines qui viennent drainer les surrénales. Et tout autour, il y a une enveloppe qu'on appelle la capsule. Mais les deux choses importantes ici, c'est la zone profonde, la médullo-surrénale en rose, et la zone plus extérieure, la cortico-surrénale, qui est faite de 3 couches, une zone réticulée, une zone fasciculée, et très en périphérie, la zone glomérulée. Et là, on va voir que chacune de ces zones a un rôle très particulier. La zone glomérulée, très en périphérie, fabrique l'aldostérone, une hormone très importante à retenir ici, car on en parlera tout à l'heure. La zone fasciculée, ici, elle fabrique le cortisol. La zone réticulée fabrique des hormones, les hormones sexuelles qui ne nous intéressent pas ici sur le sujet. Et la médullo-surrénale fabrique l'adrénaline. Oui, la zone réticulée fabrique notamment l'androgène. L'androgène, donc qui ne rentre pas dans le cadre du sujet aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aussi, c'est éventuellement la zone fasciculée qui fabrique alors ce qu'on appelle les corticostéroïdes, notamment la cortisone et l'hydrocortisone. L'hydrocortisone porte aussi le nom de cortisol. C'est l'hormone qui est principalement fabriquée ici. Et la zone glomérulée, tout en périphérie, fabrique les minéralocorticoïdes. Et les minéralocorticoïdes, l'hormone phare, c'est l'aldostérone. C'est ça qu'il faut retenir sur ce schéma. Et qu'est-ce qui vient favoriser le fonctionnement des glandes surrénales? Eh bien, on va partir de 2 petits organes profondément ancrés dans le cerveau. Ici, l'hypothalamus, qu'on voit là en rouge, et cet hypothalamus va commander une autre glande située juste en dessous, là ici, qu'on appelle l'hypophyse. Alors, l'hypothalamus stimule l'hypophyse par l'intermédiaire d'une hormone qu'on appelle la CRF ou CRH. Je vous passe le nom précis de cette hormone, mais en tout cas, l'hypothalamus sécrète une hormone qu'on appelle la CRF, et la CRF, elle vient stimuler le fonctionnement de l'hypophyse. Cette hypophyse, elle, va, entre autres choses, sécréter une hormone qu'on appelle l'ACTH, et cette ACTH, elle est captée par les glandes surrénales. Donc on voit qu'il y a une cascade de réactions qui part de l'hypothalamus, via l'hypophyse, et qui arrive dans les surrénales pour stimuler le fonctionnement global des surrénales. Il en résulte
via cette ACTH que les surrénales vont augmenter la fabrication du cortisol. Ce cortisol, en augmentant, en étant plus fabriqué, va induire une fabrication augmentée d'aldostérone. C'est une des voies d'augmentation de fabrication de l'aldostérone, mais ce n'est pas la seule. Donc on se résume, l'hypothalamus stimule l'hypophyse, l'hypophyse sécrète une hormone, la CTH, qui va induire la fabrication de cortisol par les surrénales. C'est ce qu'on appelle l'axe corticotrope. Corticotrope, ça veut dire qui augmente la fabrication de cortisol. Ce cortisol, il a plusieurs conséquences, plusieurs rôles en biologie. L'augmentation de la glycémie, l'augmentation du cholestérol dans le sang, l'augmentation des triglycérides. Le cortisol induit une fonte musculaire par destruction des protéines musculaires, destruction osseuse aussi, donc ostéoporose. Le cortisol a une action anti-inflammatoire globale. C'est pour ça qu'on peut utiliser de la cortisone en médicament dans les phénomènes allergiques et les pathologies inflammatoires. Alors ça, on l'a vu. Tac, tac, tac. Et le cortisol va avoir une petite induction de fabrication de l'aldostérone, aldostérone qui favorise par le rein. Donc l'aldostérone qui est fabriquée par les surrénales, l'aldostérone agit sur le rein en favorisant la réabsorption du sodium et de l'eau et en augmentant l'élimination du potassium. Le rein est un organe de filtre qui filtre le sang, qui débarrasse le sang d'un certain nombre de substances, et notamment le rein débarrasse le sang de sodium et d'eau, c'est pour ça que les urines sont liquides. Et il y a tout un système de régulation dans le rein, et l'aldostérone fait partie de ces systèmes de régulation. Quand l'aldostérone agit sur le rein, l'aldostérone favorise la réabsorption du sodium et de l'eau et augmente l'élimination du potassium. Cette réabsorption du sodium et de l'eau fait que dans le sang, il y aura plus de sodium, plus d'eau, et ça, c'est un des mécanismes d'augmentation de la tension artérielle. Donc on commence à approcher ici le rôle de l'aldostérone dans la régulation de la pression artérielle et notamment l'augmentation de la pression artérielle, c'est-à-dire l'hypertension artérielle. Il y a un autre mécanisme qui est ce qu'on appelle le système rénine-angiotensine. Lorsque la pression dans le sang diminue pour diverses raisons, le rein capte cette baisse de tension et le rein va fabriquer une molécule qu'on appelle la rénine. Cette rénine, elle va agir sur l'angiotensinogène, qui est une molécule inactive qui circule dans le sang, qui est fabriquée par le foie. Mais lorsque l'angiotensinogène rencontre la rénine, cet angiotensinogène est transformé en angiotensine 1. Cette angiotensine 1 va être transformée en angiotensine 2 par une molécule fabriquée, elle, par les poumons, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA. Cette rénine, elle se dose dans le sang. Cette rénine, par laboratoire d'analyse biomédicale, on fait des prélèvements sanguins, ça se dose. L'enzyme de conversion de l'angiotensine se dose aussi. Et cette angiotensine 2 va avoir une action directe sur les vaisseaux sanguins en favorisant une contraction des vaisseaux sanguins. Cette angiotensine 2 va aussi avoir une action sur l'hypophyse qu'on a vu tout à l'heure et va favoriser la synthèse et la libération par l'hypophyse d'une autre enzyme que je n'ai pas marquée ici, qu'on appelle la vasopressine, mais qui, elle, à son tour, va aussi agir sur les vaisseaux sanguins. Il va en résulter de tout ça une vasoconstriction, c'est-à-dire une contraction des vaisseaux sanguins,
et ceci induit une augmentation de la pression artérielle. Donc on a ici le système rénine-angiotensine, qui est un système indépendant des surrénales, qui est directement géré par le rein et qui survient en réponse à une baisse de la tension artérielle. Donc on n'est pas dans un système pathologique, ici on est dans un système physiologique de régulation de la tension artérielle, le système rénine-angiotensine. Mais l'angiotensine 2 va aussi agir pour le coup sur les surrénales, et notamment sur cette fameuse zone glomérulée qu'on a vue tout à l'heure. Ça va favoriser, l'angiotensine 2 va favoriser la fabrication d'aldostérone par les surrénales, et on l'a vu sur la diapo précédente, l'aldostérone va faire que le rein va réabsorber plus de sodium, réabsorber plus d'eau, réabsorption de sodium, d'eau, élimination de potassium, et il en résultera une augmentation de la pression artérielle. Cette élimination de potassium par l'aldostérone, ou en tout cas par l'action de l'aldostérone sur le rein, va expliquer que le dosage du potassium dans le sang est très important dans l'étude de l'hypertension artérielle, parce que si le potassium est diminué dans le sang chez quelqu'un qui est hypertendu, si le potassium est bas, ça suggère une surproduction d'aldostérone. Donc on voit que l'aldostérone, elle a une position très centrale dans la régulation physiologique de l'hypertension artérielle, ou en tout cas plutôt de la baisse de la tension artérielle. L'aldostérone, elle est sécrétée en réaction à une baisse physiologique de la tension artérielle. Mais on voit que si cette aldostérone est fabriquée en trop grande quantité, eh bien on va avoir une trop grande élimination de potassium et donc une chute du potassium dans le sang. Cette aldostérone, lorsqu'elle est fabriquée, elle agit sur le rein pour favoriser la réabsorption de sodium et d'eau, mais elle va avoir aussi une régulation qu'on appelle négative sur la fabrication de rénine. Et la rénine, je vous ai dit, se dose dans le sang. Donc, un patient chez qui on veut explorer l'hypertension artérielle, on va pouvoir doser l'aldostérone. Est-ce qu'elle est en trop grande quantité ou pas? On va doser le potassium. S'il est très bas, ça suggère une trop grande fabrication d'aldostérone, un hyperaldostéronisme. Et on va doser la rénine. Si la rénine est basse, c'est qu'il y a une trop grande fabrication d'aldostérone. Alors il y a d'autres situations qui font monter la tension artérielle, les situations de stress physique et de stress psychologique. Et ces situations de stress vont agir par deux voies, une qui est lente et une qui est rapide. La voie lente, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'axe corticotrope qui passe donc par l'hypothalamus, par l'hypophyse, qui va agir sur le cortex des glandes surrénales, favoriser l'augmentation de fabrication du cortisol, laquelle induit une augmentation de la fabrication de l'aldostérone et une augmentation de la pression artérielle. C'est une voie minime d'augmentation de la pression artérielle. Et il y a une voie plus rapide qui va passer par d'autres chemins, et notamment par le système qu'on appelle neurovégétatif, c'est-à-dire un système nerveux fait de neurones et qui est indépendant de la volonté. On distingue le système nerveux volontaire, qui est celui, ou en tout cas ou conscient, si vous voulez, qui est celui où on va agir sur les muscles qui nous permettent de faire des mouvements. C'est un système volontaire. Et il y a un système inconscient, involontaire, qui permet la régulation d'un certain nombre de mécanismes dans l'organisme, et c'est ce qu'on appelle le système neurovégétatif. Ce système neurovégétatif, il a deux grandes voies qui s'opposent et qui s'autorégulent. Il y a le système sympathique et le système parasympathique. Et la voie rapide utilise le système sympathique,
donc système nerveux sympathique, qui lui va agir sur la médulo-surrénale qu'on a vu tout à l'heure, cette zone très profonde des glandes surrénales. Cette médulo-surrénale va fabriquer de l'adrénaline, et cette adrénaline, elle va agir de différentes manières sur les vaisseaux et sur le cœur, en favorisant une vasoconstriction généralisée, une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la force de contraction du cœur, une augmentation du débit cardiaque. Il en résulte une augmentation, là aussi, de la pression artérielle. Donc on a 3 grands mécanismes qui permettent d'augmenter physiologiquement la tension artérielle. Il y a un mécanisme minime, l'axe corticotrope qu'on a vu tout à l'heure. On a le système rénine-angiotensine qu'on a vu sur la diapo précédente et qui est probablement le système le principal. Et enfin, on a un système de voie rapide via le système nerveux sympathique et qui est par exemple celui qui va agir en cas, sur une réponse à un stress brutal. Je traverse la route, j'entends un grand coup de frein, je suis surpris, je dois aller de l'autre côté de la route, je vais le faire en un seul bond grâce à ce système nerveux sympathique de réaction immédiate. Ça ne peut pas expliquer une hypertension artérielle au long cours. C'est juste un facteur de régulation. Donc, quels sont les facteurs pathologiques d'augmentation de la tension artérielle? On a bien entendu, là je parle d'hypertension artérielle secondaire, je ne parle pas de l'hypertension artérielle primaire ou hypertension artérielle essentielle qui explique 80 ou 85% des patients hypertendus, chez qui aucune cause n'est retrouvée. Non, on parle de patients qui ont une hypertension artérielle avec une cause retrouvée, et notamment les sujets jeunes à très jeunes, hypertension artérielle secondaire. Alors, on va parler d'hypertension artérielle secondaire qui est en lien à une fabrication trop importante d'aldostérone, l'hyperaldostéronisme. Et on va parler d'hyperaldostéronisme primaire, c'est-à-dire un hyperaldostéronisme qui n'est pas lié à, par exemple, l'absorption de substances qui favorisent l'augmentation de fabrication de l'aldostérone, comme le réglisse, par exemple. Et pour parler d'hyperaldostéronisme primaire, eh bien, il faut un certain nombre d'explorations biologiques et qui se font dans des conditions précisément contrôlées. C'est ce qu'on appelle en médecine le préanalytique, c'est-à-dire avant d'aller doser un certain nombre de choses dans le sang, la rénine, l'angiotensine, l'aldostérone, le potassium, le sodium, le cortisol. Avant d'aller doser tout ça, il faut que le sujet soit dans un contexte bien contrôlé, afin que l'on maîtrise les différentes étapes de fabrication de toutes ces substances. Donc c'est pour ça qu'il y a une hospitalisation de 24-48 heures avant de faire les dosages. C'est pour ça que les apports de sel doivent être contrôlés avant de faire ces dosages. Et c'est pour ça que les repas sont normosodés, sont salés. C'est pour ça qu'on va contrôler aussi les heures de la journée auxquelles on va faire les dosages, puisque la fabrication de cortisol, elle suit un cycle de fabrication et donc des quantités dans le sang qui sont différentes selon les heures de la journée, maximale au matin, minimale en fin de journée. Donc voilà, il y a un contexte très précis qui est imposé avant de faire ces dosages. Et dans le sang, on va doser le cortisol, l'aldostérone, la rénine, on va pouvoir doser la CTH, on va doser le potassium, bien entendu. Et dans les urines, on va mesurer le cortisol, éliminé dans les urines pendant 24 heures. C'est pour ça qu'on va faire pisser le sujet dans un bocal pendant 24 heures pour doser la quantité totale
de cortisol fabriqué. Et ce dosage précis va être utile justement pour étudier l'axe corticotrope et voir s'il n'y a pas un excès de stimulation des surrénales. Alors voyons les trois grands cadres d'anomalies de fabrication de l'aldostérone et notamment les causes donc endocriniennes d'hypertension artérielle secondaire. Bien, il y a une pathologie unilatérale des surrénales, une pathologie bilatérale, et puis il y a une anomalie de l'axe corticotrope. Alors, la maladie unilatérale, c'est l'adénome de Cône, c'est-à-dire dans une des surrénales, il y a un kyste, si vous voulez, une zone kystique qui fabrique beaucoup trop d'aldostérone. Et ça, on le mesure en allant doser l'aldostérone à la sortie de l'une ou de l'autre des surrénales. Et lorsqu'on met en évidence qu'il y a une surrénale qui fabrique beaucoup trop d'aldostérone, on la retire et le patient est guéri de son hypertension artérielle. Donc le traitement de l'adénome de Cône, il est chirurgical et le patient, il est guéri. Parfois, ce n'est pas une, mais les deux surrénales qui fabriquent trop d'aldostérone. À ce moment-là, on a affaire à ce qu'on appelle une hyperplasie bilatérale des surrénales. C'est l'hyperaldostéronisme primaire par définition. Et là, bien entendu, comme on ne peut pas retirer les surrénales, le traitement, il est différent. Et la biologie va confirmer l'augmentation de fabrication de l'aldostérone, va confirmer la chute de présence de rénine, puisque l'aldostérone inhibe la fabrication de rénine. Donc on va avoir un hyperaldostéronisme, une chute de la fabrication de rénine. Le cortisol sera normal, puisque l'axe corticotrope n'est pas touché. Et le dosage de la CTH, lui, sera aussi normal. L'axe corticotrope n'est pas touché. Et le traitement de l'hypertension artérielle dans cette situation, ce sont des médicaments qui vont s'opposer à l'action de l'aldostérone, ce qu'on appelle des antagonistes de l'aldostérone. Et ensuite, on a le syndrome de Cushing, qui est une pathologie de l'axe corticotrope, où il y a trop de cortisol qui est fabriqué. Dans ces cas-là, on a un dosage pathologique du cortisol libre urinaire dans les 24 heures. Et on ne recherche cette pathologie, en cas d'hypertension artérielle, que si on a des signes cliniques d'excès de cortisol, ce qu'on appelle le syndrome de Cushing, et notamment les modifications corporelles spécifiques, avec des patients qui ont une accumulation pathologique de graisse au niveau du visage, du cou, du tronc, qui ont une fonte musculaire, qu'on appelle une amyotrophie diffuse, une fragilité cutanée, des vergetures pourpres et de l'ostéoporose. Donc là, il faut un contexte physique spécifique pour dire, tiens, il y a peut-être un excès de fabrication du cortisol. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, on est manifestement dans une hyperplasie bilatérale des surrénales. On verra le résultat à distance des dosages biologiques de l'hospitalisation qui devront confirmer la chute de la rénine, l'augmentation de l'aldostérone, le dosage normal du cortisol libre urinaire. Et quand on regarde bien, le traitement qui a été prescrit est bien un antagoniste de l'aldostérone.